C'était il y a un peu moins d'un an, décembre 2023. Une intersyndicale composée des principales organisations de représentants du personnel enseignant de l'éducation nationale, l'UNSA, la FSU, le STEG UTG ainsi que Sud Éducation signaient un protocole de fin de grève. Une grève à l'époque pour protester contre une, je cite, gestion chaotique des ressources humaines de l'académie, problèmes de paye et de recrutement, des postes laissés vacants ou encore la gestion des professeurs remplaçants ou même des contractuels. Dans la foulée, le recteur Philippe Dulbecco avait annoncé la mise en place d'un audit sur la gestion des ressources humaines au rectorat. Alors un an après, où en est-on et qu'est-ce que les syndicats constatent sur le terrain? Pour en parler, Dario Anatole est notre invité ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Et bonjour merci aux auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Dario Anatole. Vous êtes donc le secrétaire général du syndicat STEG UTG. Déjà, et on va commencer par là, de manière un peu générale, quand vous comparez la situation là depuis la rentrée scolaire, depuis un petit mois et demi, on va dire, et la situation de l'an dernier, qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y a des points qui ont été améliorés ou bien vous constatez, on va dire, à peu près les mêmes dysfonctionnements? Alors, il y a à peu près les mêmes dysfonctionnements, mais il y a quelques petits points d'amélioration. Parmi les points d'amélioration, on peut noter que maintenant, on a quasiment un retour systématique de nos correspondances avec l'administration, avec le rectorat. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif parce qu'avant, ils étaient aux abonnés absents. Vous aviez beau téléphoner, demander des rendez-vous, envoyer des mails, faire des signaux de fumée, envoyer un pigeon voyageur, il y avait rien comme retour. Maintenant, quasiment systématiquement, vous avez une réponse comme quoi votre demande est en étude, le dossier est en cours, voilà. Donc il y a cette amélioration-là. Une véritable amélioration serait maintenant que les dossiers, le fond des dossiers soient traités correctement, voire soient véritablement traités, pas juste que l'on ait un retour comme quoi le dossier a bien été reçu. Ouais, on reviendra évidemment dans quelques minutes sur ce traitement des dossiers-là. D'abord, et je le disais en introduction, il y a cet audit qui avait été annoncé par le recteur suite à la grève de l'an dernier, un audit mené par l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Il a été fait, c'est ça, cet audit en début d'année à peu près? Oui, il a été fait cet audit. Le compte rendu de l'audit a été rendu aussi. On nous a réunis pour nous en faire la synthèse. Et effectivement, l'inspection a bien travaillé. L'audit doit faire à peu près un peu plus de 200-250 pages, quelque chose comme ça. Donc évidemment, comme nous sommes à l'initiative de ce mouvement de grève pour obtenir des réponses, on souhaitait avoir accès à cet audit et l'administration ne veut pas nous donner l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur de l'audit. On a juste droit au résumé qu'eux veulent bien nous donner, la synthèse donc de ce qu'eux ils estiment qu'on peut avoir comme communication. Bon, nous on trouve ça un petit peu regrettable quand même puisque la plupart des enseignants savent lire et écrire et on aurait pu nous-mêmes faire une synthèse de ce qu'il y avait à l'intérieur de cet audit. Et alors de ce résumé, de cette synthèse que vous avez lue, qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y a des points particuliers qui ont été relevés? Alors sur la synthèse que l'on nous a donnée, c'est plus les préconisations que l'on nous a fait que véritablement le relevé des différentes problématiques qu'ils avaient pu observer lors de cet audit, puisqu'il y a eu des enquêtes, il y a eu des personnes qui ont été interrogées, notamment autour, puisque ça tournait beaucoup autour quand même de la gestion des ressources humaines. Et nous, on avait dénoncé évidemment que cette gestion était chaotique, calamiteuse, mais en plus des moyens qu'il manquait, il y avait aussi des soucis de gestion en termes de direction qui faisaient un petit peu n'importe quoi et qui choisissaient véritablement la politique de recrutement qui leur faisait plaisir. Oui, donc il y a la question de l'organisation des moyens, il y a aussi celle des personnes, de certains postes en particulier finalement qui d'après vous étaient problématiques. Oui, tout à fait. Notamment dans la gouvernance du rectorat, clairement, on l'avait évoqué et c'était pour ça qu'on faisait grève. Il y avait de la malveillance en termes de gestion des ressources humaines au niveau de la direction au rectorat. Pour être clair avec tout le monde, avec toutes les personnes qui vous écoutent, l'objectif de cet audit, c'était quoi finalement? D'avoir une photographie, on va dire, du rectorat et de sa façon de travailler avec l'ensemble des personnels? C'est à peu près comme ça qu'on peut présenter les choses? C'était à peu près ça, qu'on puisse avoir une espèce de photographie exhaustive
de tout ce de tout le process de gestion des ressources humaines au rectorat. Et c'est pour ça que il est peut-être aussi épais le rapport, mais nous on le vit en fait. Donc forcément on avait des éléments et on a pu alimenter ce rapport, et si on a fait grève c'est parce que on avait tous ces éléments de dysfonctionnement. Maintenant, est-ce qu'ils ont tous été constatés à la hauteur de ce que nous on vivait? Peut-être pas forcément, parce que lorsque vous interrogez des personnes, et que en plus ce sont vous savez, l'inspection générale l'inspection générale de l'éducation nationale, c'est un autre dossier, celui des finances, qui veut nous faire des coupes budgétaires. Forcément, des fois, vous êtes un peu sur la retenue, parce que c'est assez impressionnant. Là, vous êtes sur du national, et puis ça va même au-delà du recteur. Puis d'ailleurs, lui-même arrive de l'inspection générale aussi. C'est pas aussi simple que lorsque moi je parle à mes camarades, à mes collègues, où on peut se lâcher, où on peut tout se dire. Donc, la parole elle est un peu plus libérée. La parole est carrément plus libérée, et donc vous avez plus de détails sur les dysfonctionnements que lorsque vous rapportez, où c'est que vous faites quand même attention de ne pas des fois égratigner des gens, des fois de ne pas forcément tout dénoncer, parce que vous voulez pas non plus qu'il y ait un retour négatif sur vous, et puis qu'on vous traite de personnes déloyales, ce qui peut arriver, alors que des fois juste dénoncer, c'est pour justement améliorer ces dysfonctionnements ou trouver des solutions à ces problématiques. Alors, j'ai réécouté les annonces qui avaient été faites l'an dernier. L'idée de vous avoir ce matin, c'est aussi de faire le bilan finalement de tout ce qui a été mis en place depuis 10 mois à peu près. Autre proposition du coup qui avait été faite en décembre 2023, c'était la mise en place d'une charte des bonnes pratiques de la gestion du personnel dans l'Académie de Guyane. Le rectorat avait communiqué là-dessus en disant qu'il y avait un groupe de travail qui avait été créé avec des représentants des organisations syndicales, y compris des organisations représentant les personnels administratifs. Cette charte des bonnes pratiques, Dario Anatole, est-ce que vous savez si elle existe, et si oui, qu'est-ce qu'elle met en avant finalement? Alors cette charte des bonnes pratiques, en plus de ce qu'elle avait de véritablement fort, c'est qu'elle était opposable. C'est-à-dire que si elle n'est pas respectée, vous avez le droit d'attaquer le rectorat dessus. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas mal, parce que souvent, vous savez, une charte, c'est des points qui sont écrits. Il y a un engagement un peu moral comme ça. C'est joli, c'est bien écrit, c'est joliment dit. Et puis dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est pas toujours ça. Quand la charte, elle vous dit, par exemple, que vous aurez toujours un agent d'accueil devant vous, que vous arrivez à 7h le matin et que l'agent d'accueil, lui, n'est embauché qu'à 8h. Bon, là, il y a des choses alors je dis pas que c'est exactement le cas là, hein. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Donc ça c'était quand même une bonne chose qu'elle soit opposable. Maintenant, la charte, écoutez, on l'a pas, elle était en cours de construction jusqu'à la fin du mois de mai-juin. Donc on l'a pas encore véritablement vu fini, structuré, pour pouvoir dire écoutez, tout va bien, maintenant elle est mise en place, elle est inaugurée, on a coupé la petite banderole qu'il y avait dessus, et elle est posée sur les murs, et tout le monde la respecte. Voilà. Pour l'instant, voilà, elle était encore en cours de construction. En tout cas, vous, syndicat, vous avez commencé à participer à son élaboration. Alors les syndicats, en fait, l'intersyndical comprenait, on va dire, 4 syndicats. Sur les 4 syndicats, il y en avait 2 représentatifs. Les 2 représentatifs, eux, ont participé à ça. Les 2 non représentatifs n'y ont pas participé. Donc, le STEG UTG, n'ayant pas d'élu au CSE, on n'a pas pu y participer. Mais on a eu un début de retour des 2 autres syndicats qui ont participé. Et pour l'instant, et du rectorat, et pour l'instant, bon voilà, les choses étaient en construction. Un des points, Dario Anatole, qui revient malheureusement année après année, c'est les postes vacants. Tout le monde connaît la situation ici en Guyane, les difficultés à disposer suffisamment d'enseignants pour ne pas que certains élèves se retrouvent sans professeur. La rentrée scolaire, on est le 15 octobre, c'était il y a 1 mois et demi maintenant. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous savez si et combien de postes ne sont toujours pas pourvus? Au 1er septembre, donc le jour de la rentrée, il y avait à peu près 200 postes qui n'étaient pas pourvus. 1 mois et demi après, j'ai pas exactement les chiffres, mais je sais que
tous les postes ne sont pas encore pourvus. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, le rectorat a lancé une vague de recrutement en dehors du territoire. Donc, ils ont fait des propositions dans les autres départements dits d'outre-mer, Oui. Guadeloupe et Martinique. Et d'ailleurs, cette proposition était très très alléchante puisqu'ils proposaient 1000 euros de prime à l'embauche, des contrats avec des indices et des échelons supérieurs aux contrats que vous aviez qui étaient déjà en cours pour les contractuels. Donc des bonnes conditions de recrutement. Véritablement de bonnes conditions avec même des propositions de réservation de logements pour les gens qui arrivaient de l'extérieur. Donc parce qu'on sait comment c'est compliqué de se loger ici en Guyane. Donc véritablement une politique d'attractivité que l'on aurait aimé pouvoir avoir sur le territoire pour les locaux également. Que tous les enseignants finalement, antillais comme locaux, guyanais, soient traités de la même manière. Logés à la même enseigne. Logés à la même enseigne, ouais. Tout à fait, exactement. Or, a priori, non, on a une petite préférence pour l'extérieur par rapport à celle que l'on a pour les locaux. Alors, il y a un terme pour désigner ça s'appelle de la discrimination. Donc, est-ce que le rectorat se lance dans ce genre de politique? Et là, encore une fois, on est sur la gestion des ressources humaines. Donc, est-ce que tous les problèmes de ressources humaines que l'on avait dénoncés sont résolus? On voit que non. Je me souviens l'an dernier, quand il y avait eu cette grève, ce qui revenait aussi beaucoup, c'était de dire qu'il y avait une certaine opacité, on va dire, dans la manière de gérer les ressources humaines au rectorat. Sur cet aspect-là, depuis un an, est-ce que vous constatez des améliorations ou bien finalement, quand vous regardez ce qui se passe, il y a des points que vous ne comprenez toujours pas? Non, il y a des points qu'on comprend toujours pas, notamment ce recrutement des contractuels, le mouvement des contractuels, puisque, alors le mouvement des titulaires, puisqu'il y a deux catégories d'enseignants, les contractuels et les titulaires. Les titulaires ont passé un concours, ce sont des fonctionnaires, ils ont un poste et un poste fixe, des barèmes, etc. Tout est clair. Bon, ben voilà, il y a des textes. Alors que par contre, la gestion de contractuels se fait au cas par cas, parce que les contractuels, ben eux, c'est en fonction de leur ancienneté, c'est en fonction de plein de critères et chaque critère est personnel à chaque contractuel. Donc la gestion elle est vraiment très opaque du coup. Et oui, un contractuel n'est pas assuré de garder le même poste finalement d'une année sur l'autre. Exactement. Et non seulement il n'est pas assuré de ça, mais il n'est carrément pas assuré de voir son contrat renouvelé. Ouais. Et justement, on s'était battu en ce sens-là et le recteur nous avait dit, parmi les préconisations qu'il y avait dans cet audit, que les contractuels maintenant, s'ils font l'affaire, au bout de 1 an ou 2 ans, on leur proposerait des contrats de 3 ans. Ce qui est quand même autre chose quand vous avez une perspective à 3 ans pour pouvoir sortir de la précarité. C'est quand même plus intéressant que si vous savez pas l'année d'après où c'est que vous allez être, à quelle sauce vous allez être mangé. Mais il me semble, et je me trompe peut-être, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que pour cette durée de 3 ans pour les contractuels, c'était uniquement pour ceux dans les communes isolées, dans les communes de l'intérieur. Non, c'est pas le cas. C'était pour tout le monde. C'était vraiment pour tout le monde parce que ça permettait comme ça justement au rectorat aussi, pour ce mouvement des contractuels, d'avoir moins de gestion, parce que si vous savez où retournent les gens, on a moins de dossiers chaque année à traiter. Dossiers à traiter et c'est plus simple. Or c'était pour tout le monde. Et il devait même y avoir mieux que ça, il devait y avoir des gens qui étaient embauchés au 1er juin plutôt qu'au 1er septembre ou au 31 août. Comme ça, vous avez 2 mois de préparation pour pouvoir trouver votre logement lorsque vous êtes muté dans les communes isolées, notamment des choses comme ça. Or là aussi, malgré toutes ces préconisations faites sur l'audit, on n'a rien vu du tout d'installé à la rentrée. Et je vous disais, il y avait 200 postes vacants. Je ne connais aucun de mes collègues ni autour de nous. On a demandé personne qui a eu ces fameux contrats de 3 ans. Ou ça doit être quelqu'un qui voilà, c'est tellement marginal que la personne, il faudrait qu'elle n'hésite pas à appeler sur le standard, hein. Vous allez pouvoir appeler le numéro pour qu'on puisse avoir des nouvelles de contractuels qui ont eu ces contrats de 3 ans au 1er juin aussi. Ouais, d'ailleurs là-dessus, je cite votre communiqué du STEG UTG, le renouvellement des contrats se fait au bon vouloir de certaines hiérarchies zélées qui, ne pouvant assumer leurs fautes, se débarrassent des collègues expérimentés et qui font le job. Concrètement, là, ça veut dire quoi, Dario Anatole? Qu'il y a des enseignants contractuels qui sont actuellement en Guyane et qui attendent toujours une affectation?
Non, mais c'est plus que ça. Ouais. Ça veut dire que vous avez des contractuels qui sont dans l'académie, qui travaillent depuis 5, 6 ans. J'ai même un exemple qui travaille depuis 8 ans, même s'il y a eu des coupures depuis 8 ans, parce que cette personne est une dame, et donc forcément une dame en âge de procréer, de temps en temps, ça fait des pauses. Ouais. Cette personne revenait avant même la fin de ses congés de maternité pour ne pas avoir des coupures trop longues, les écourter, etc. Donc faisait véritablement le job, était engagé, avait des rapports de sa hiérarchie qui disaient le travail devant les élèves est impeccable, etc. Et elle n'a pas été renouvelée cette année. Elle n'a pas été renouvelée tout simplement parce que son inspectrice a décidé qu'elle ne voulait pas la renouveler. Son inspectrice l'ayant embauchée à un moment donné sans lui avoir fait un véritablement contrat, elle était sortie de la base du rectorat, donc on ne la trouvait pas. Mais tout ça, c'était des fautes administratives. Et pour ne pas assumer ces fautes administratives, ils n'ont pas renouvelé la collègue. C'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Donc, il y a ça. Et puis vous avez des personnes aussi responsables, on y viendra peut-être sur l'école inclusive, pareil, qui font des recrutements en fonction de leur propre répertoire. Donc, il y a des choses encore qui sont véritablement à dénoncer dans ce rectorat, des attitudes de personnes qui ont... Vous savez, l'être humain, malheureusement, dès que vous lui donnez un petit peu de pouvoir, souvent, il s'oublie et le zèle fait vraiment partie des choses catastrophiques que l'on peut voir. C'est ce genre de situation-là, Dario Anatole, qui conduisent à ce que vous aviez, ce que l'intersyndicale avait dénoncé l'an dernier, à savoir la souffrance de manière générale, la souffrance des personnels, de certains personnels de l'éducation nationale ici en Guyane. Il y en a beaucoup d'autres, des cas comme celui que vous venez de nous présenter. Oui, il y en a énormément, et en plus de ça, la souffrance, elle est vraiment réelle, et puis il y a une paupérisation de la population, enfin de la population enseignante, de manière générale aussi, mais là je vais parler de mes confrères. Ouais. Vous avez déjà eu une très très grande majorité ici en Guyane de contractuels. Donc, je crois qu'on est à 1700 contractuels à peu près en Guyane. Ouais, aux alentours des 1800 contractuels. Donc déjà là, vous avez toute une population qui est dans des situations, je dirais, précaires, parce que votre contrat, il est d'1 an. L'année d'après, vous ne savez pas, vous pouvez aller pointer à Pôle emploi, France Travail, pardon. Je me mets à jour, logiciel à jour, MAJ. France Travail. Et donc, du coup, alors, la problématique, là encore, bon, vous avez la possibilité de rebondir, votre contrat est terminé, vous récupérez vos documents de fin de contrat, vous allez à France Travail, vous enchaînez sur d'autres choses. Sauf que, là encore, le rectorat, pour récupérer ces documents de fin de travail, c'est le parcours du combattant. Donc vous restez dans une situation où vous savez pas s'ils vont à nouveau vous proposer un poste, vous savez pas si vous pouvez aller chercher autre chose directement, vous êtes dans une espèce de perspective, dans un flou social qui n'est pas admissible. Si on dézoome un petit peu, Dario Anatole, pour essayer de comprendre finalement ce qui coince, en restant uniquement par exemple sur le cas des enseignants contractuels, le problème il vient d'où? C'est uniquement un manque de personnel au rectorat, c'est une façon de travailler qui est problématique, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces points qui sont bloquants? C'est un ensemble de choses, hein. Ouais. C'est un peu tout ce que vous venez d'évoquer. Évidemment qu'il y a un manque de moyens, et d'ailleurs ça faisait partie des revendications qu'il y avait eu lors de la grève. On avait dit qu'il fallait augmenter au moins de 25% l'effectif administratif du rectorat, parce que lorsque vous avez un agent qui a 300-400 dossiers à traiter, les gens ne sont pas des machines. À un moment donné, vous faites vos 10 ou 20 dossiers par jour, vous n'avez pas une capacité illimitée, nous ne sommes pas des robots pour pouvoir faire avancer les dossiers. Donc les dossiers qui ne sont pas traités seront traités en retard, et puis derrière, un dossier, c'est une personne, c'est pas juste un numéro. Et donc le manque de moyens humains, mais également les différents process, comme on disait, évidemment que si à chaque fois vous êtes renouvelé année par année, que vous savez pas où vous allez aller, qu'il faut tout ce mouvement, parce que parmi les contractuels, les CDI sont prioritaires. Donc ensuite, vous allez avoir les CDD de 3 ans qui, eux, vont être affectés. Et puis, vous avez les CDD d'1 an qu'il faut renouveler. Donc, il faut attendre que chaque priorité soit mise en place pour attaquer celle d'après. Donc, évidemment, ça prend du temps, tout ce processus-là. Mais si il n'y a pas d'anticipation comme ça avait été préconisé en disant,
Dès le 1er juin, on essaiera d'avoir terminé oui, que tout le monde sache où est-ce qu'il travaillera dès le 1er juin. Exactement. Avant les grandes vacances et pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Voilà. Tant que tout ça, ça ne sera pas effectif, évidemment, mais même pour mettre tout ça, il faut des moyens. C'est toujours pareil aussi. Dernière question, Dario Anatoli. Vous avez commencé un petit peu à en parler. Là, vous alertez aussi sur la situation de l'école inclusive, donc la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui sont en situation de handicap. Je vous cite, laissés à l'abandon, sans accompagnement, gestion calamiteuse des personnels accompagnants et des élèves en situation de handicap. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, véritablement, l'école inclusive en Guyane, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça en dit beaucoup sur notre société, en fait. L'école inclusive, c'est pour les plus faibles. Donc les personnes en situation de handicap. Si une société n'est pas capable de prendre soin de ses plus faibles, c'est qu'elle va très 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 mal. Et la Guyane va très mal, on le voit bien. La situation des élèves, qui sont en situation de handicap, leur suivi, leur placement. Alors vous avez plusieurs institutions qui s'occupent de ça, la MDPH, notamment la maison départementale des personnes en situation de handicap, qui fait des notifications. Ça prend un certain temps, ça peut prendre entre 9 mois et 1 an, en fonction de votre dossier. Et puis, une fois que cette notification est faite, il faut l'envoyer au rectorat qui, lui, va flécher là où elle va pouvoir vous trouver le meilleur établissement. Et puis ensuite, il y a la gestion à l'intérieur de l'établissement du personnel accompagnant. Donc, enfin, c'est quand même tout un processus et procédé qui est assez lourd. Ouais, on en revient au traitement des dossiers, finalement, qui est quand même relativement long. Exactement. Donc, imaginez que lorsqu'il n'y a que le rectorat déjà qui s'occupe des choses, c'est catastrophique. Si en plus, vous y mettez d'autres institutions derrière où c'est pas forcément évident non plus pour eux. Je n'accuse personne, hein, bien évidemment. Ce sont des faits et c'est juste des procédés et des choses qu'il faut véritablement régler. Je pense pas que la MDPH soit de mauvaise foi. Au rectorat, tout le monde n'est pas de mauvaise foi. Il y a énormément d'agents qui se donnent à fond. Donc, et je remercie et je félicite tous mes collègues qui font bien comme il faut leur travail. Mais vous avez toujours une ou deux brebis galeuses qui, elles, véritablement, j'allais être vulgaire, mais je vais rester correct ce matin à l'heure du croissant. Méritent d'être dénoncées. Ces personnes-là interfèrent sur la bonne gestion et notamment là sur l'école inclusive, vous avez des référents, ce qu'on appelle des référents PIAL, qui sont censés faire les recrutements des AESH et leur dispatch ensuite qui les envoie dans les différentes écoles et en fonction des notifications aller suivre les différents élèves. Et puis en fait tout ça c'est véritablement mal géré, c'est fait, les recrutements sont faits en fonction de leur propre répertoire et non pas des appels qui sont faits pour pouvoir avoir un vrai recrutement. La gestion est vraiment catastrophique de l'école. Et d'ailleurs, il y a des parents et le recteur, lorsqu'il en a fait une communication sur une radio concurrente pour dire que il avait passé des week-ends à répondre aux parents parce qu'il y a des plaintes qui sont déposées envers le rectorat pour maltraitance des enfants en situation de handicap sur le territoire. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de votre part, vous syndicats, pas que le STEG UTG, peut-être aussi comme refaire une intersyndicale comme l'an dernier pour remettre un petit peu tous ces sujets sur le devant de la scène? Alors moi j'appelle tous les autres syndicats et je pense que les autres syndicats se sont déjà emparés de pas mal des sujets puisque il y a une audite qui a été lancée là par monsieur le recteur sur l'école inclusive en Guyane. C'est que les autres syndicats aussi se sont emparés du sujet. J'appelle les autres syndicats véritablement à se rapprocher de nous et on essaiera de se rapprocher d'eux pour envisager une mobilisation. Au STEG UTG, en notre sein, déjà, nous sommes en train de préparer une action qui va avoir lieu cette semaine. J'en dis pas plus puisque ça sera quelque chose d'un petit peu coup de poing, un petit peu surprise. Mais véritablement, oui. Et puis, vous savez, souvent les gens ils sont là, les profs, vous êtes toujours en grève, vous n'êtes pas contents, ça va jamais, etc. Mais vous voyez que le tableau que je vous dépeins derrière, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est l'école qui trinque. Donc les élèves. Donc les élèves, c'est la jeunesse, c'est l'avenir du pays. C'est pas pour rien. Moi, ça m'amuse pas de venir pérorer ici sur les radios, sur les ondes et d'annoncer des bonnes nouvelles. J'aimerais venir faire des claquettes, un moonwalk et vous dire tout va bien, quoi.